Daniel Serra, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes professeur émérite en économie à l'Université de Montpellier et vous publiez chez Economica Économie comportementale, un livre pour tout savoir sur cette discipline assez récente puisque son décollage a eu lieu dans les années 80 et puis elle est du coup encore relativement peu connue. Alors première question, quelle définition est-ce qu'on peut donner de l'économie comportementale pour les non-initiés ? Oui, plutôt que de donner une définition, je dirais comment on peut introduire au domaine de l'économie comportementale. Première manière d'introduire l'économie comportementale, c'est de s'intéresser aux ambitions des auteurs qui se retrouvent dans ce courant de pensée. Pour ces auteurs, en fait, l'ambition, c'est d'accroître en quelque sorte le pouvoir explicatif de la théorie économique. Comment ? En lui procurant des fondements psychologiques beaucoup plus solides. Donc on voit d'emblée un point important, c'est qu'on met l'accent sur les explications, n'est-ce pas ? Et deuxièmement, le lien économie-psychologie. Effectivement, donc, vous l'avez rappelé, l'économie comportementale est assez récente, puisqu'on date sa naissance du début des années 1980, et donc elle marque un point important, le rapprochement entre l'économie et la psychologie, ces deux disciplines de sciences sociales qui sont restées pendant longtemps extrêmement séparées. Deuxième réponse qu'on peut effectuer, qui est un peu plus savante. En se situant à un niveau épistémologique, je dirais que l'économie comportementale, elle marque une rupture importante par rapport à la méthodologie courante en économie. En effet, les économistes, depuis les années 50, depuis les travaux de ces deux grands économistes que sont Milton Friedman et Paul Samuelson, les économistes sont adeptes de ce qu'on appelle l'instrumentalisme au plan scientifique. Qu'est-ce que l'instrumentalisme ? Pour l'instrumentalisme, le but de la science, c'est de prédire et non pas d'expliquer. Ce qui fait que dans la théorie économique dominante, les hypothèses des théories peuvent très bien être irréalistes. Ce qui compte, c'est que les prédictions des modèles correspondent aux faits, c'est-à-dire soient correctes. Pour les économistes comportementalistes, au contraire, les raisons, les explications comptent et il faut que les hypothèses soient réalistes. Enfin, il y a une troisième manière, me semble-t-il, d'introduire à l'économie comportementale, c'est d'insister sur la méthode principale qui est employée. En effet, les économistes comportementalistes font un usage courant de ce qu'on appelle la méthode expérimentale en économie. Donc, on voit que l'économie comportementale est proche et a une dette même, je dirais, envers l'économie expérimentale, puisque l'économie expérimentale est une approche qui est plus ancienne. On situe les premiers travaux de l'économie expérimentale à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont les dernières grandes évolutions, les grandes découvertes, j'ai envie de dire, de l'économie comportementale ? Oui, alors, les découvertes, entre guillemets, disons, de ces travaux sont multiples. Pour les serrer et pour faire simple, il faut se rappeler que les économistes distinguent trois types de décisions. Les décisions qu'on va appeler individuelles, c'est-à-dire lorsque les agents peuvent considérer qu'ils sont seuls à agir, qu'il n'y a pas des entités qui sont ciblées dans leur environnement, et donc ils font face à une incertitude qui est exogène en quelque sorte. Deuxième type de décision, ce qu'on appelle les décisions en interaction personnelle, c'est-à-dire lorsque les agents, cette fois, sont amenés à prendre en considération que dans leur environnement, il y a d'autres agents économiques dont les comportements vont influer sur leur propre sort. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle les décisions en interaction impersonnelle, essentiellement à travers les marchés. Alors ici, ce qu'ont montré toutes ces expériences qui sont menées depuis une quarantaine d'années, c'est que si on met de côté les expériences sur les marchés, où en général la théorie dominante s'applique bien, la concurrence pure et parfaite, pour les deux autres sortes de décisions, les décisions individuelles et les décisions interactives, ce n'est pas le cas. Pour les décisions individuelles, tous ces travaux montrent en fait que les agents viennent buter sur un bon nombre de biais psychologiques. Des biais psychologiques qui vont entraver par conséquent leur rationalité. Ces biais psychologiques qui touchent tous les facteurs psychologiques de l'être humain. La perception, le jugement, la prise de décision, etc. Tout ceci est impacté, n'est-ce pas, et va avoir une influence sur les décisions faites par les économistes. Donc les agents économiques commettent des erreurs. Les agents économiques adoptent des routines. Ils font référence à des raccourcis mentaux, des heuristiques, plutôt que d'adopter des comportements optimisateurs comme le
suppose la théorie économique dominante avec le fameux Homo economicus. Alors, il faut qu'on parle des enseignements pour cette théorie économie dominante, les éclairages de cette économie comportementale. Comment est-ce que ça vient challenger les modèles en place? Alors, je dirais bien évidemment que face à ces découvertes, eh bien, les économistes comportementalistes ont tenté d'élaborer de nouveaux modèles économiques qui soient capables de mieux expliquer ces biais psychologiques en particulier. Et je n'ai pas évoqué les biais qui interviennent au niveau des décisions interactives, que je n'ai pas le temps. Et à cet égard, donc, plusieurs théories ont été proposées. Il n'y a pas encore de théorie unifiée, mais plusieurs modèles sont proposés. Et notamment, parmi ces modèles, il y a ce qu'on appelle la théorie des perspectives, qui a été proposée par un auteur qui est, je dirais, l'auteur le plus représentatif de ce courant, qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel en 2002 pour ses travaux, c'est un psychologue, Daniel Kahneman. Bon. Cette théorie des perspectives, elle se démarque de la théorie dominante en la matière de plusieurs manières. La théorie dominante, qu'est-ce que c'est? C'est la théorie de l'utilité espérée. Que nous dit la théorie de l'utilité espérée en économie? Elle nous dit que pour un agent qui est face à des situations risquées ou incertaines, eh bien, l'agent va prendre en considération ces risques à travers des croyances probabilistes. Autrement dit, il a des distributions de probabilités subjectives sur les divers états du monde, et ces probabilités, elles vont pondérer l'utilité des agents. Et donc l'agent va chercher, de manière optimisante, à maximiser ce qu'on appelle son utilité espérée. Eh bien, la théorie des perspectives, elle se démarque de cette théorie dominante de trois manières. Premièrement, les probabilités sont déformées et sont transformées en ce qu'on appelle des poids subjectifs. En particulier, par conséquent, c'est le jugement, quoi. En particulier, les petites probabilités sont survalorisées. Deuxièmement, plutôt que d'avoir des évaluations absolues, eh bien, on montre que les évaluations sont relatives, elles sont surtout situées par rapport à un niveau de référence. Troisièmement, eh bien, il y a une asymétrie entre les pertes et les gains, c'est-à-dire que les pertes sont survalorisées par rapport aux gains, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse d'aversion aux pertes. Cette théorie est importante, c'est la théorie qui challenge actuellement la théorie dominante en la matière, et elle est capable d'expliquer bon nombre d'anomalies telles que celles qui sont dévoilées par les travaux expérimentaux. Donc on voit bien l'éclairage important que peut apporter cette économie comportementale. Merci beaucoup Daniel Serra pour cette présentation néanmoins très riche, et pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre chez Economica. Merci beaucoup. Merci à vous.